Truc. Nous ont rejoint sur ce plateau Richard Verly, bonsoir, correspondant Bonsoir, France-Europe du quotidien suisse Blick, cette Amérique qui nous déteste, aux éditions Nevitaka en bonne librairie. Manas Chirali, bonsoir, sociologue, politiste, spécialiste de l'Iran. Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, c'est aux éditions Pérégrine. Akil Melkaroui, essayiste, expert associé chez Terra Nova. Israël-Palestine, une idée de paix aux éditions de l'Observatoire. Et Alban Mikosi, qui m'accompagne, bien sûr, du service international France Info. Beaucoup de questions ce soir. La riposte tous azimuts de l'Iran est-elle efficace? La stratégie de la terreur du régime peut-elle être payante? Les pays du Golfe vont-ils se défendre? Les Iraniens ont-ils pris de court les Américains? C'est un peu le sentiment qu'on a de ce deuxième jour de guerre. Une chose est sûre, cette nuit de bombardement s'annonce très dure pour le régime. On va écouter, pour commencer, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Nos forces frappent actuellement au cœur de Téhéran avec une intensité croissante qui s'amplifiera encore dans les jours à venir. Nous sommes engagés dans une campagne au cours de laquelle Tsahal déploie toute sa puissance, comme jamais auparavant, afin d'assurer notre existence et notre avenir. Richard Verly, vous revenez d'une tournée dans les pays du Golfe. On l'a dit, on le redit, ces pays ne sont absolument pas habitués à subir des bombardements. Il y a un effet de panique. On a vu les images des hôtels de luxe, des aéroports, Dubaï en particulier ciblés. Au terme de cette deuxième journée de guerre, on a le sentiment, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, que cette riposte tous azimuts sème un peu la terreur. Est-ce que c'est la fuite en avant du régime iranien? Ou est-ce qu'il y a une logique militaire d'efficacité, selon vous, derrière ça? S'il y a une logique, alors moi j'étais successivement en Israël, à Oman et à Dubaï, d'où je suis parti hier. Écoutez, s'il y a une logique, c'est celle de la terreur. Le régime iranien, ce qu'il en reste, parce qu'on ne le sait pas exactement ce qu'il en reste, il y a quand même eu cette frappe qui a décapité toute une partie du régime, à commencer par l'ayatollah Khamenei, mais le ministre de la Défense également, 46 un commandant... hauts responsables, Voilà. selon le président Donc, américain Donald Trump. Trump. Ce qui reste du régime veut semer la terreur dans la région du Golfe pour bien montrer d'abord que le régime n'est pas à genoux, donc c'est une démonstration de force, et ensuite pour inciter les pays du Golfe qui ont un impact sur les États-Unis. Ne l'oublions pas, Donald Trump est très proche d'un pays comme le Qatar, par exemple, mais aussi des Émirats, pour les inciter à une médiation. C'est-à-dire, c'est véritablement deux stratégies de la peur qui s'affrontent. C'est le sentiment que j'ai eu sur place. La stratégie américano-israélienne, stratégie de la peur et d'une certaine manière de la terreur également, et stratégie de la terreur iranienne. Ouais, cette stratégie de la terreur iranienne qui fait des premiers morts, on en a déjà parlé tout à l'heure, 3 morts américains, Alban Mikosi, une dizaine côté israélien. Qu'est-ce qu'on sait sur la nuit qui vient? À quoi peut-on s'attendre? La contre-attaque américano-israélienne, comme le disait le Premier ministre, va être très dure? C'est du moins effectivement ce que Benjamin Netanyahou a dit. Alors ce qu'on sait stratégiquement, c'est que les Américains ont rapproché des bombardiers B-2, qui sont des bombardiers qui peuvent emporter des munitions particulièrement lourdes. Ce sont des bombardements qui habituellement se font de nuit, parce que déjà que ce sont des avions difficiles à détecter, les Iraniens n'ont plus aujourd'hui les ressources pour permettre de l'interception classique. Il leur reste l'interception à vue, évidemment de nuit, c'est impossible. Une fois qu'on a posé ceci, oui. Destiné à quoi? Encore des sites nucléaires, probablement? Alors, frapper en profondeur? C'est pas certain. C'est pas certain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là, actuellement, au moment où on parle, de puissantes explosions à Téhéran, qu'elles font partie de cette logique qui semble être la logique américano-israélienne, qui serait en quelque sorte de noyer le pouvoir, les lieux symboliques et les lieux des gardiens de la Révolution sous les bombes pour, en quelque part, les décourager. Parce qu'en même temps qu'il y a ce langage de la bombe, il y a le langage du verbe employé par Donald Trump qui dit aux militaires, faites sécession, venez nous rejoindre et vous aurez l'immunité. On ne sait pas à quel titre le président américain décrète l'immunité en Iran. Enfin, voilà ce qu'il leur a dit. Et par ailleurs, les autorités iraniennes veulent me parler. Bon, très bien. Donc, a-t-il dit à The Atlantic, puisqu'ils veulent me parler, je vais écouter ce qu'ils ont à me dire. Vous voyez, il y a une contradiction ou pas? Non, il manie très régulièrement le bâton et une ouverture diplomatique. C'est sa manière de négocier. Alors, Manas Chirali, comment vous avez vécu cette journée?
Parce que malgré tout, même si militairement il y a sans doute un fort, les États-Unis, Israël, et un faible d'un point de vue militaire, on le dit, on le redit, l'Iran, on a vu toute la journée les missiles et les drones iraniens s'abattre sur les pays du Golfe, s'abattre sur Israël, notamment dans le centre du pays. De toute façon, ce n'est pas une surprise. On savait déjà que la République islamique a des missiles et qu'il est capable de lancer ces missiles un peu partout à l'aveugle. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Et ce qui m'étonne, c'est que les autres se surprennent en regardant la situation, alors que la République islamique, depuis des années, depuis peut-être une dizaine d'années, a déjà annoncé à haute voix. Ils ne cachent pas leur jeu en disant que le jour où notre survie est en danger, on va embraser la région. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit ouvertement. Même ils l'ont dit aux Iraniens, le jour où vous pensez vous libérer, on va faire brûler le pays. On va laisser un Iran brûler derrière nous. Ça, c'est la phrase qu'ils ont employée. Donc, Pour vous, ce ne sont que des mots. Non, justement, ce n'est pas des mots, ce sont des vrais. Il y a des morts aujourd'hui. Ils font ce qu'ils ont dit et ils disent ce qu'ils font. Donc, ils ne cachent pas leur jeu. Et cette nuit qui vient, vous faites partie de celles qui veulent plus que tout que ce régime des mollahs tombe. Cette nuit qui vient, quand on est en Iran, comment on l'appréhende? Vous avez pu parler à des Iraniens malgré la difficulté de communiquer. L'Internet est coupé, mais... Téhéran est vide, la capitale est complètement vidée. En tout cas, les Iraniens avec qui je suis en relation, ils communiquent avec beaucoup de difficultés parce que l'accès à l'Internet est brûlé. Enfin, il n'y a pas d'accès. Quelques-uns arrivent quand même, parce qu'il y a des geeks qui arrivent à se connecter, je ne sais pas comment, ne me demandez pas parce que je ne le suis pas, mais eux, ils arrivent à le faire et on peut les entendre. Et d'ailleurs, l'information que je viens de recevoir de l'un de mes Iraniens, qu'ils ont transféré les prisonniers politiques sur les bases militaires pour servir d'eux comme des boucliers humains. Donc, ça m'a effrayée, je tenais absolument à le dire. Et ça, j'ai vu que les autres collègues confirment la situation. Oui, la répression continue depuis l'entrée en guerre. Hakim El-Karoui, la question des pays du Golfe est centrale. On le disait, ils ne sont pas habitués à subir les bombardements mortels. Même si ce sont les bases américaines qui sont visées, là, c'est bien plus large et de façon beaucoup plus intense. Quelle peut être la réaction de ces pays? On sait qu'il va y avoir une visioconférence autour de l'Arabie Saoudite, de Mohamed Ben Salman. Est-ce que ça les soude contre l'Iran? Ou est-ce qu'au contraire, ça commence à devenir tellement dur qu'ils vont tout faire pour peser sur Donald Trump et lui dire d'arrêter sa guerre? Alors, on a beaucoup dit avant l'intervention américaine que les pays du Golfe faisaient pression sur les Américains pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Il y a eu une info du Washington Post hier soir qui disait que Mohamed Ben Salman, au contraire, avait poussé à l'intervention. Il faut peut-être dissocier la situation des différents pays. Il y a des pays qui dépendent de l'immigration complètement, les Émirats, le Qatar, etc. Et puis il y a un pays puissant qui est l'Arabie, où il y a 70% de nationaux. Le sujet pour eux, il est existentiel. Aujourd'hui, à Dubaï, les gens sont enfermés de peur des bombardements dans les hôtels. On parlait avec Richard du risque sur les stations de dessalement d'eau, etc. Tout leur modèle repose sur leur capacité à attirer des capitaux et des gens pour venir travailler. Et leur promesse, c'est la sécurité. C'est leur première promesse. Quand le Qatar a été attaqué, il y a quelques mois maintenant, par Israël, c'était un enjeu stratégique à l'intérieur du Qatar, à l'intérieur de la monarchie, puisque la promesse de sécurité n'était plus respectée. Là, c'est toute la région qui est concernée, avec les Saoudiens qui sont un peu moins concernés, parce qu'ils sont beaucoup plus puissants d'une certaine manière, mais les autres, c'est leur modèle économique. Mais Riyad a été frappé par Riyad a été frappé, mais Riyad ne dépend pas de sa capacité à attirer des étrangers, beaucoup moins que aux Émirats, il y a 90% d'immigrés. Et donc, pour eux, c'est stratégique, ça va bien au-delà des questions de sécurité au jour le jour, d'une certaine manière. C'est leur modèle qui est en jeu. Alors, dans quel sens ça va jouer, cette pluie de drones et de missiles Si iraniens? ça continue, ils vont probablement se retourner, vouloir attaquer les Iraniens pour que ça finisse le plus vite possible. Mais plus la guerre va être sanglante, même si elle est courte, plus pour eux, ça va laisser une trace indélébile. Alors,
Attaquer les Iraniens ? C'est-à-dire ils ont des capacités militaires pour eux aussi envoyer des missiles de longue portée. Donc là, ce serait l'embrasement de la région tout entière. Ils ont plein de capacités militaires, notamment américaines, israéliennes, et françaises, aussi. israéliennes. Les Émiriens travaillent avec les Israéliens sur les sujets de sécurité depuis de nombreuses années. Donc ils en Vous ont. pensez que c'est l'option qui peut être retenue ce soir ? En tout cas, c'est Elle une est option sur la table. Les bases américaines peuvent être utilisées, elles n'ont pas été jusqu'à présent, pour attaquer l'Iran, dans les bases américaines de ces pays. On les voit mal ne rien faire si ça continue. Après, c'est la stratégie des Iraniens d'embraser la région, c'est la politique de la terre brûlée, pour dire à la fin, vous devez négocier. C'est-à-dire, et négocier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous laisser au pouvoir. Votre lecture aujourd'hui, on est qu'au 2e jour de guerre, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'elle sera longue. Qui avance ? C'est pas qui gagne, hein. Les rapports de force sont totalement asymétriques. Mais qui avance le plus loin aujourd'hui ? C'est l'Iran ? Dans cette volonté d'embrasement ? L'embrasement a commencé par la frappe américaine et israélienne. D'ailleurs, je pense que les Français ont eu tort, pour des raisons européennes, de ne pas la condamner. Mais je pense aujourd'hui que, en fait, tout le monde avance, et c'est ça le risque. Et c'est ça le risque de la guerre. C'est ce qu'on dit toujours, c'est ce que disait la France il y a 20 ans. La guerre s'ajoute à la guerre. Ouais. D'ailleurs, Conseil de défense, Alban Mikozik, on va suivre en direct le propos liminaire du chef de l'État depuis l'Élysée, entouré de tout l'État-major. Il y a eu cette frappe sur un hangar, la partie française d'une base militaire à Abu Dhabi, aux Émirats, justement. Ça peut changer la donne dans la position de la France ou pas du tout ? Ça, fondamentalement, non. D'abord, on a qui reste très neutre, trois bases. Voilà. Ni impliqué, ni prévenu, a dit Emmanuel Macron. De dire qu'il faut rechercher une situation dans le dialogue, dans la diplomatie. Pour l'instant, c'est tôt pour entendre de tels propos, mais la France, d'ores et déjà, marque l'idée qu'à un moment, il faudra discuter. Ceci posé, est-ce que ce qui s'est passé cet après-midi est de nature à modifier la position de la France ? Fondamentalement, non. On va dire les choses comme elles sont. La base française maritime qui a été touchée de manière symbolique, bien davantage que réelle. Et pas forcément volontaire. Alors ça peut l'être. Ça peut l'être. On ne sait pas. Et je ne suis pas à la place des stratèges iraniens. Il y a eu une frappe sur Chypre. Oui, alors... Et notamment base militaire. Là, on a clairement l'impression que c'est sûr même que ça n'était pas cette base britannique à Chypre qui était visée. Les bases britanniques n'étaient pas forcément visées. Il faut savoir que Chypre... Alors, je ferme le chapitre Chypre. J'ouvre et je le ferme assez rapidement. Le chapitre Chypre, à l'aéroport de Larnaca, se retirent les avions de la compagnie El Al, les avions civils israéliens, lorsqu'il y a des combats, sont stockés à Larnaca. Tout le monde le sait au Moyen-Orient. Y a-t-il eu une volonté des Iraniens de menacer l'aviation civile iranienne pour montrer qu'on pouvait les taper ? Pas les bases anglaises, l'aviation civile iranienne. Est-ce que c'était l'objectif ? Peut-être. Toujours est-il que les missiles n'ont même pas vu les côtes de Chypre. Ils ont été interceptés, mais ils ont fini en mer. Voilà le chapitre Chypre, on va le refermer. Le chapitre de la base maritime française. 2 drones sont tombés sur un bâtiment qui est un bâtiment de stockage dans lequel il y a eu une explosion de nature relativement peu importante. Les dégâts, franchement, sont marginaux. Donc, ça ne change pas fondamentalement la position de la France. Mais c'est un symbole. La base française a été touchée. Vigilance de nos forces maximale, dit la ministre des Armées Catherine Vautrin ce soir. Richard Verly, ce qui change la donne peut-être, ce sont les premières pertes humaines américaines, 3 soldats et des blessés, avec un Donald Trump qui risque de plus en plus d'être confronté à sa base électorale MAGA, qui déteste les interventions extérieures et qui est extrêmement opposé. On l'entend déjà, nombreuses voix parmi les républicains, parmi les MAGA, s'opposer à ce conflit. Oui, il y a même eu une manifestation anti-guerre aux États-Unis. Oui, il y a même eu un tweet de J.D. Vance, le vice-président américain, qui a dit « il faut se souvenir », c'était pas la formulation exacte, mais des leçons en Irak, de ce qui s'est passé en Irak. C'est quand même le vice-président des États-Unis qui, en écrivant ce tweet, passe un message. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a eu lieu en Irak. Vous vous souvenez de l'invasion terrestre et de toutes les conséquences qu'elle a eues. Je crois que, en ce qui concerne Donald Trump, aujourd'hui, il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est est-il en quelque sorte pris à un piège par Benjamin Netanyahou ? C'est-à-dire, s'est-il engagé
derrière Benjamin Netanyahou... Vous pensez que c'est le Premier ministre israélien qui tord le bras dans cette affaire ? Je pose la question. Mais cette question, on la voit déjà faire surface aux États-Unis. C'est-à-dire jusqu'à quel point les États-Unis doivent, dans cette guerre, rester collés à Israël et notamment à Benjamin Netanyahou. La question va immanquablement se poser. Et la deuxième question qui se pose, c'est celle que vous évoquez, à savoir à quel moment Donald Trump doit riposter encore plus si des pertes américaines sont importantes. Parce que là, on parle de 3 soldats, c'est notable, mais c'est quand même pas grand-chose. Il avait d'ailleurs imaginez, averti, et on ne peut pas sa l'exclure, population. Imaginez qu'un navire américain soit touché. Et d'ailleurs, il était question, on a évoqué des possibles frappes sur l'Abraham Lincoln, ça ne s'est pas avéré juste. Ça ne s'est pas avéré. Voilà. Mais imaginez qu'il y a quand même beaucoup de navires américains dans la région, parce qu'il y a toute l'escorte du porte-avions, que par un drone, par une attaque suicide ou autre, un navire américain soit touché, je dis même pas coulé, soit touché avec une 50aine, une 60aine de marins américains qui seraient tués. À ce moment-là, Donald Trump serait pris à ses propres mots. Il a promis la pire des ripostes, la plus terrible des ripostes dans ce cas. Vous sans imaginez précédent, l'escalade. a-t-il dit sur son réseau social la nuit dernière. Hakim El-Karoui, sur au fond les deux logiques. La logique israélienne, Benjamin Netanyahou d'un côté, dont on le sait, l'Iran est l'ennemi premier. Il y a une dimension existentielle pour Israël dans cette guerre. Et Donald Trump. Est-ce que vous pensez que l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, a pu précipiter, voire forcer Donald Trump à cette intervention? Forcé, probablement pas, mais il y avait une info du Washington Post citant Marco Rubio qui disait que de toute façon les Israéliens allaient attaquer et donc on était obligés. C'était l'occasion pour nous d'y aller. Est-ce qu'ils ont été forcés ou pas, on pourra déterminer. En tout cas, c'est conjoint aujourd'hui. Voilà. Avec une initiative de tout départ israélien. La question, c'est qu'on voit bien la motivation des Israéliens, on voit quand même moins bien la motivation américaine. Et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'à aucun moment, il y a l'idée de responsabilité de protéger qui est invoquée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ni pour les uns ni pour les autres, de protéger la population civile iranienne. Donc les Israéliens, ils ont besoin de se protéger de la capacité militaire, notamment nucléaire iranienne. Les Américains, d'abord, ils nous avaient expliqué qu'il n'y avait plus rien il y a 6 mois. Et ensuite, pour moi, en fait, ce qui joue là, c'est toujours la politique intérieure. Parce que Trump, sa politique étrangère, elle est liée à la politique intérieure. Alors, il joue très gros, là, donc. Il joue très gros, mais il joue très gros dans quelques mois avec les midterms. S'il perd les midterms, en fait, il perd son mandat. Et il a eu plusieurs défaites, là, récentes. La Cour suprême, et puis surtout l'inflation, et puis la baisse dans les sondages, etc. Et donc, il n'est pas impossible qu'il joue au poker et qu'il se dise « je vais rentrer dans l'histoire ». D'ailleurs, son discours commençait par ça. Ça fait 47 ans que les Iraniens nous humilient. Je vais rentrer dans l'histoire et je vais enfin rayer ce régime de la carte. Enfin, c'est pour moi la seule logique. Il a une première victoire avec la mort du guide suprême, Alban Mikosi, non? Oui, mais il faut le dire. C'est immense comme victoire. C'est une victoire symbolique, mais il faut voir combien de temps ça dure. On ne peut pas lui enlever ça. Absolument, c'est immense. Il a éliminé à peu près 50 de généraux du régime. Donc, dans les 3 premières secondes, il a réussi à emporter une telle victoire. On ne peut pas lui enlever ça. Racontez-nous ce qui vous a traversé comme sentiment en apprenant officiellement la mort du guide suprême hier. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes propres sentiments, mais je parle plutôt des sentiments de ce que j'ai vu, des Iraniens qui étaient remplis de joie, qui dansaient. Et par rapport à la responsabilité de protéger, en effet, ils n'ont pas parlé directement, mais en éliminant le guide suprême, qui est le responsable premier, unique et responsable des massacres des Iraniens, je pense que Donald Trump a apporté la plus grande protection du monde au peuple iranien. Parce que la seule personne qui signait l'arrêt de mort, la seule personne qui autorisait les massacres en Iran, c'était le guide suprême. Et là, en 3 premières secondes, il a été éliminé. Il n'y a pas plus grande protection que cela pour les civils iraniens. Il n'y a pas plus grande victoire que l'élimination. Au terme, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, d'une opération menée conjointement par les services de la CIA, les services américains et les services israéliens du Mossad, avec manifestement de l'intérieur beaucoup de renseignements qui leur ont permis d'agir dans cette réunion cruciale et aux abords de la résidence, le palais présidentiel. Simplement sur les jours qui viennent, les Iraniens attendaient en tout cas une intervention pour
une éventuelle chute du régime, mais il y aura des morts. Et c'est la guerre. J'ai entendu dire Côté iranien qu'avec également. la mort du guide suprême, l'incertitude a commencé en Iran. Alors qu'on ne dit pas que le seul responsable des malheurs des Iraniens était ce guide. Alors son élimination, non seulement n'ouvre pas une période d'incertitude, ça ouvre une belle période. C'était le pire des obstacles qui pouvaient exister. C'était cet homme. Il a Alors été que vous le éliminé. voyez, regardez, les images du Conseil de défense. Excusez-moi de vous interrompre, le chef de l'État en direct. Et indiscriminés ont touché des emprises militaires, de nombreuses cibles civiles chez nos partenaires et alliés de la région. Dans ce contexte-là, notre priorité, je l'évoquais hier, c'est la sécurité de nos ressortissants, évidemment de nos emprises militaires, diplomatiques, des ressortissants qui vivent ou font séjour dans ces pays partenaires. Et je remercie les ministres et les équipes d'avoir avancé sur la base des instructions d'hier, et nous ferons le point détaillé pays par pays de la situation, à la fois pour protéger et pour pouvoir rapatrier dès que les espaces aériens seront rouverts. Ensuite, il y a la sécurité et la souveraineté de nos partenaires dans la région. Les Émirats arabes unis sont très loin les plus touchés et les plus exposés. Le Qatar est aussi très ciblé. Tous les autres pays de la région ont été frappés. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités. Il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Nous avons, dès les premières heures, pris nos responsabilités, en effet, pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, et être aux côtés des pays de la région, et nous continuerons de le faire. Et je souhaite que ce Conseil nous permette d'examiner l'ensemble des options, regarder aussi la cinétique des opérations et des frappes, l'évolution en Iran, l'évolution dans la région. Et enfin, nous ferons le point sur la situation nationale, les risques tels que nous les évaluons, et évidemment les conséquences économiques de ce conflit. Je vous remercie beaucoup. Voilà donc pour l'intervention du chef de l'État pour ouvrir ce Conseil de défense. Alban Mikosi, aucune perte que des dégâts matériels qui ne vont pas changer la ligne sur l'attaque de la France. Il a balayé en 10 secondes, effectivement, fondamentalement, ce qu'on disait tout à l'heure. Stratégiquement, militairement, ça ne change rien. Symboliquement, ça change quelque chose parce que c'est la première fois que la France est touché par un missile iranien. Lui a eu l'air de dire que ce n'était pas fondamental, qu'il a insisté sur le fait qu'il fallait adapter la posture de l'armée française et donc de la défense française. C'est pour ça qu'il y a un conseil de défense en présence du Premier ministre, en présence évidemment de la ministre des Armées, mais également en présence d'intervenants qui sont là pour gérer les conséquences économiques et industrielles de ce qui se passe. On parlera, j'imagine, un tout petit peu du détroit d'Ormuz tout à l'heure. Protéger les ressortissants, point numéro 1. Aider nos alliés, point numéro 2. Et puis travailler sur les conséquences économiques, point numéro 3. Protéger nos ressortissants, ça passe par l'idée d'un dispositif qui permettrait des évacuations quand ça sera possible. Pour l'instant, les ressortissants français qui sont dans les pays du Golfe, et notamment autour de Dubaï, sont invités à garder leur calme, à joindre les ambassades et les consulats pour demander des informations, à se faire recenser. Mais pour l'instant, les processus d'évacuation ne sont pas simples à Et quand il parle de rehausser la posture défensive, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on s'aligne sur la position britannique ou pas du tout, avec des avions en support défensif aux Américains? On va dire un travail, une réflexion qui est la suivante. Ce serait de ramener le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Où est-il le porte-avions Charles de Gaulle actuellement? Dans le cadre de l'exercice Lafayette 26, il était à Malmö, au large de Malmö, le port suédois. Il se trouve que l'exercice se termine ce soir. Donc, il n'a pas vocation à rester à Malmö, d'autant qu'on a vu assez récemment un incident avec un drone d'origine russe. Il va, très probablement, dans un premier temps, rejoindre son port d'attache. Le port d'attache, c'est Toulon. Et sans doute poursuivre sa mission vers la Méditerranée orientale. Il faut qu'il ait une utilité.
lorsque vous emmenez le porte-avions et le groupe aéronaval tout autour, il faut qu'il y ait une utilité. Parmi les hypothèses, c'est celle de faire ce que la France fait systématiquement, d'y joindre un bateau-hôpital. Par exemple, ça peut être utile dans le cadre d'interventions, on va dire, tout à la fois militaires, mais sanitaires des Français. Donc ça, c'est un point qui paraît va être discuté ce soir. Ça paraît une certitude. Bon. Aider nos alliés, c'est ça. C'est montrer qu'on est là. Montrer également que si les États du Golfe prennent la décision de contre-attaquer, ça, le choix des États du Golfe totalement indépendants, s'ils font ce choix-là, il va de soi que la France fournira, elle, les défenses de ces États. D'accord. Comme elle l'a déjà fait, par exemple en Jordanie récemment. Voilà, alors que les Iraniens signalent ce soir que, selon plusieurs médias, des frappes ont visé un hôpital à Téhéran. Il pourrait y avoir des images plus difficiles à supporter dans cette guerre aussi de la communication. Les Iraniens les montraient. Hakim Melkaroui, il y a clairement une France qui est pour l'instant complètement en retrait de cette guerre. Pourtant, on voit la présence militaire dans le Golfe. Elle est là depuis longtemps. Contrairement aux Britanniques qui ont décidé, eux, un support défensif aérien, nous, on n'est ni impliqués ni prévenus. C'est normal ou pas? Et on n'a pas condamné. L'intervention. L'intervention. Il y a eu un appel à la désescalade. Escalade dangereuse, a dit le chef de l'État, sans condamner effectivement l'intervention. En fait, on peut difficilement faire plus, sachant que le sujet du droit, aujourd'hui, ça fait un peu rigoler. Moi, je pense qu'on a bien tort. Parce que, avec quelle raison on s'oppose à Vladimir Poutine sur l'Ukraine? Avec le droit. Avec quel support on s'oppose à Donald Trump sur le Groenland? Le droit. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'y a pas de droit de la force, il y a la force du droit. Et donc là, dans cette situation-là, on est dans une situation compliquée parce que Mark Carney, Premier ministre canadien, qui a fait un grand discours à Davos, qui a été reconnu, applaudi, où il disait maintenant on est victime du double standard occidental, maintenant on est victime de l'impérialisme. Là, en fait, si on a un discours à Davos pour se plaindre des États-Unis quand on est la victime, et en même temps, quand les États-Unis font la même chose sur une autre cible, d'une façon qui est d'une certaine manière légitime, et il faut protéger le peuple iranien, mais ce n'est pas encore une fois l'objectif des États-Unis, en fait, on est en difficulté. Du coup, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se faire tout petits, de protéger leurs intérêts, leurs ressortissants, et puis d'attendre que ça passe. Alors, évidemment... Juste un mot sur la posture défensive, vous retrouverez le mot qu'a utilisé Keir Starmer hier. Les positions, en gros, de la France et de l'Angleterre, la France et le Royaume-Uni, on n'a jamais été aussi proches en matière militaire. C'est une posture défensive. En clair, on n'attaque pas l'Iran, mais on peut participer à la défense de nos alliés. Alors, évidemment, on vous tient au courant de tous les derniers développements. Alban Mikosi est à mes côtés dans cette guerre contre l'Iran et cette nuit d'offensive, très claire, côté israélien et américain contre le régime et contre le pays, parce que voilà, il y a des bombes, il y aura sans doute des pertes humaines. Mais on voulait absolument revenir sur cette incroyable opération, vous en parliez, Madame Chirali, il y a un instant, incroyable opération à la fois de renseignement et militaire contre le guide suprême. Tiphaine Le Riche, on en sait beaucoup plus sur ces coulisses de l'opération qui ont abouti donc au bombardement de sa résidence à Téhéran. Exactement. Cette opération, elle a débuté autour de 6h du matin, heure de Téhéran, 3h30, heure française. À cette heure-là, les avions de chasse décollent depuis Israël. Il s'agit d'une escadrille optimisée avec des avions de chasse furtifs envoyés dans un nombre restreint. Cela leur permet, autour de 7h30, 9h, de contourner le système de défense iranien et de s'approcher de Téhéran. À 9h35, la cible est verrouillée, les avions de chasse sont en place. À ce moment-là, Ali Khamenei se situe dans la maison de la direction que vous voyez sur cette image, en compagnie de hauts responsables iraniens. C'est sa résidence officielle et son principal lieu de travail. 5 minutes plus tard, les avions de chasse larguent les missiles balistiques longue portée. Le complexe est bombardé. Les dégâts, vous les voyez sur cette photo, ces images de satellite. 2 bâtiments sont touchés. Un premier qui comportait de hauts responsables iraniens, notamment Mohammad Pakpour, le chef du corps des gardiens de la révolution islamique, et un second où se situait l'ayatollah Khamenei. C'est là que la frappe a été la plus dévastatrice.
30 bombes de 500 kg chacune ont été utilisées pour en pénétrer jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, le tout étant de s'assurer qu'aucun abri souterrain ne puisse y résister. À noter que Donald Trump a suivi en direct cette opération depuis sa résidence à Mar-a-Lago, en Floride. La Maison-Blanche a même posté ces photos de Donald Trump en compagnie de ses conseillers et ministres en train de suivre cette opération. Tiffaine Le Riche, ça fait des années que les Israéliens, les Américains pistent le guide suprême Ali Khamenei. Comment se sont-ils préparés précisément à cette opération ? Exactement. Déjà, souvenez-vous, en juin dernier, pendant la guerre des 12 jours, Donald Trump affirmait déjà les États-Unis savent exactement où se cache le soi-disant guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qu'il ne comptait à l'époque pas éliminer, du moins pour le moment. Eh bien, justement, depuis ce moment, la CIA des États-Unis et les renseignements israéliens, le Mossad, ont travaillé conjointement pour préparer cette opération. Selon le New York Times, la CIA suivait en fait les déplacements de l'ayatollah Khamenei depuis des mois, son agenda, ce qu'il faisait, et ce, notamment en interceptant des communications cryptées ou en ayant recours à des drones furtifs ou à des satellites. C'est ainsi que la CIA a été informée de la tenue d'une réunion entre deux hauts responsables iraniens, une réunion à laquelle devait être présent l'ayatollah Khamenei. Cette réunion, elle était au départ prévue samedi soir, mais les renseignements américains étaient tellement bien informés qu'ils ont été avertis de l'avancée de cette réunion à samedi matin. Ils ont donc informé à leur tour Israël, qui a donc décidé de l'avancée de l'heure de cette opération. Et d'ailleurs, regardez ce qu'a déclaré Donald Trump après l'annonce de la mort de l'ayatollah Khamenei. Il a été incapable d'échapper à nos renseignements. Merci beaucoup, Tiffaine Le Riche. Incroyable opération. Manas Shirali qui raconte à quel point les renseignements israéliens, américains ont pénétré jusqu'au très haut du commandement du régime. On s'est même posé la question de savoir s'il y avait une photo hier du guide suprême et si elle existait, quelqu'un l'a prise pour authentifier la mort. Ça veut dire à l'intérieur, au plus haut niveau. La photo du cadavre du guide suprême circule sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça fait plaisir à tous ceux qui le détestaient parce que des familles qui ont perdu leurs enfants, en voyant cette photo, c'est une photo jouissive. Mais ça veut dire que la personne qui l'a prise est iranienne. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est possible. On a toujours dit que le régime iranien est comme un passoire à l'intérieur duquel il y a tellement d'espions de toutes sortes. Et d'ailleurs, je voulais absolument insister sur le fait que nous ne sommes pas en face d'un régime solide sur une forte ossature. On est sur des régimes dictatoriaux et les régimes dictatoriaux reposent sur les individus. Et les individus ont une importance, une portée extrêmement solide pour eux. Et en éliminant ces têtes, il ne faut pas croire qu'ils sont facilement remplaçables. Dans leur médiocrité, ils ne sont pas remplaçables. Il est très difficile. On a éliminé Qassem Soleimani il y a 5-6 ans. Encore aujourd'hui, on n'a pas réussi à le remplacer. Quelqu'un à sa hauteur dans la cruauté, dans la méchanceté et dans l'incompétence. On n'a pas réussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'événement qui s'est produit il y a quelques heures. On va parler de la potentialité d'un changement de régime. On n'en est pas là. Cette guerre commence et elle peut durer. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se dessiner sur cette opération. Ça raconte quand même à quel point les renseignements israéliens, américains sont profondément installés, j'ai envie de dire, en Iran. Oui, alors on l'avait vu, rappelez-vous quand même de cette opération, lorsque le leader du Hamas, qui se trouvait le jour même de l'inauguration de l'actuel président iranien, Massoud Pezeshkian, à Téhéran, il avait été tué déjà dans une enceinte présidentielle. Donc ce sont des lieux que les Israéliens, les Américains avaient parfaitement cartographiés. Ce qui est étonnant, c'est que les Iraniens ont décidé de déplacer autant de gens dans une réunion. On parle d'une 50aine de personnes. Donc ça prouve quoi ? Ça tente à prouver qu'ils pensaient que les négociations allaient se poursuivre. Je rappelle qu'un jour avant, il y avait eu des négociations en Suisse. Malgré l'ultimatum qui arrivait à sa fin ? Écoutez, sinon, pourquoi expliquer ? Comment expliquer ? Avaient-ils une telle confiance dans leur protection ? C'est peu probable. Ils savent très bien qu'ils sont infiltrés. Ils ne pensaient sans doute pas qu'Israël et les États-Unis passeraient à l'attaque à ce moment-là. Après, sur la photo, il n'est pas du tout sûr que ce soit une photo
transmise. Ça peut très bien être une photo qui a été aspirée par des moyens électroniques de surveillance. Les Américains et les Israéliens en ont. Autrement dit, cette photo a bel et bien été prise sur place et elle a été prise parce que les données de téléphone portable des personnes présentes étaient ont sous été surveillance. aspirées. Voilà, merci beaucoup. Agent 00 Verly, merci infiniment. Je voulais juste ajouter qu'on est en face d'un régime qui n'est même pas capable de protéger ses têtes. Alors donc, il ne faut pas exagérer sur sa puissance. Dans 3 secondes, il perd à peu près 50 personnes avec le guide suprême. Alors donc, oui, c'est ça, vraiment, 46 dignitaires aux responsables du régime selon Donald Trump. On est en face des incompétents à part entière. Il n'y a pas autre chose à dire. Et nous accueillons Lova Rinel. Bonsoir. Chercheuse spécialiste de la dissuasion nucléaire. On va discuter dans un instant de la question des infrastructures nucléaires, de la bataille navale aussi dans le détroit d'Ormuz. Mais votre regard sur cette opération absolument incroyable? Bon, moi, après, j'analyse plutôt par rapport aux habitudes iraniennes. Alors, j'entends ce que dit madame sur la médiocrité et l'incompétence. Force est de constater quand même que c'est un régime qui a duré depuis un moment. Donc, je crois qu'il y a 2 niveaux. Il y a certainement l'état de sidération de cette attaque, qu'il faut dire était une belle attaque. C'est une belle prise de guerre de la part des Américains et des Israéliens. Ça, c'est un fait. Et en face, il y a eu peut-être un péché d'orgueil ou une espèce de croyance dans des négociations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Iran, moi qui ai travaillé sur les accords nucléaires, mais ils ont pris l'habitude de négocier, d'étendre, en disant, bon, c'est encore un coup occidental, on va reporter. Donc je pense qu'il y a eu, comme ça, une espèce peut-être de mépris, ou plutôt de sous-estimation de la capacité de Donald Trump à transformer des déclarations qui étaient plutôt claires. Mais pour vous, ces négociations côté américain n'étaient que du théâtre, puisque cette opération militaire est de telle envergure qu'elle a dû forcément être préparée depuis très, très longtemps. C'est les États-Unis qui ont quitté le JCPOA. Donc en fait, ils ne croient pas en la capacité iranienne de ce qui a été négocié. Déjà, dans le fond, ils considèrent que c'était une arnaque et en plus, ils ne leur font pas confiance. Donc, ce qui ressort quand même, c'est que depuis des décennies, les Iraniens... Moi, j'ai travaillé à l'organisation du traité d'interdiction complète des essais à Vienne. Bah oui, en fait, ils nous regardent les yeux dans les yeux en disant « oui, vous inquiétez pas, ça va passer ». Et en fait, ils nous mènent en bateau. Et c'est peut-être le sujet qui dérange le multilatéralisme, parce qu'en fait, là, on est désarmé, il y a le droit, mais en fait, si en face, vous avez des gens malhonnêtes, si en face, vous avez des gens qui, en fait, se jouent de nous, on est la question de la force et de la puissance. Là, effectivement, cette bascule-là, on n'a pas su le faire. Et c'est ce que dit Donald Trump. Alors, je rappelle quand même qu'il fait ça au lendemain d'une annonce de conseil de paix où il part quand même dans un conflit qui ne va pas s'arrêter demain. Donc, la question, c'est... Je crois qu'il y en a 2. C'est qu'est-ce qu'on dit, en fait, au monde entier, finalement ? C'est la puissance la plus forte qui décide. Et il faut rappeler que les conditions de négociation, Donald Trump ne voulait pas négocier. Il voulait soumettre stratégiquement à ces conditions. Oui. Et donc, ça pose aussi des questions de résistance en disant qu'est-ce qu'on dit quand on n'est pas d'accord avec les Américains. Et je ne dis pas que le régime est génial. Je dis que le régime n'est pas... c'est un régime qui massacre plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est bien ce que je dis. Négociation, voire plus. Et donc, négociation avec un tel régime n'a absolument aucun sens. Ce qui exaspérait les Iraniens. Ils disaient, pourquoi ils négocient avec ceux qui nous massacrent? Avec un régime qui massacre sa propre population, les négociations n'ont absolument aucun sens. Aucun sens. Alors, je voudrais qu'on aborde la question de cette bataille navale, parce que on a compris qu'il y a des bombardements, qu'il y a des drones, des missiles balistiques, les B-2 qui arrivent. Ça, vous allez nous dire, Lova Rinel, ce que ça peut changer. Ces énormes avions furtifs qui avaient été ceux qui avaient largué les très, très grosses bombes sur les sites nucléaires en juin dernier. Le détroit d'Ormuz, Alban Yacovici, qu'est-ce qu'on sait ce soir? Est-ce qu'il est complètement bloqué? Est-ce qu'il est partiellement bloqué? On sait qu'il y a 2 navires qui ont été touchés et même attaqués. 3 navires par l'armée iranienne. Alors, que sait-on précisément? On va essayer d'être précis. Alors, d'abord, le détroit d'Ormuz, cette carte est bien pratique pour nous permettre de rappeler qu'il fait 33 km de large à son endroit le plus serré, c'est-à-dire déjà très peu, mais qu'au-delà,
À l'intérieur, le chenal de navigation lui-même représente 5 ou 6 kilomètres de large. Donc on est vraiment dans une sorte de rétrécissement d'une autoroute capitale en termes notamment d'exportation pétrolière, puisque 20 à 25% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Une fois que je dis tout ça, et que des pays, par exemple, comme le Koweït, qui est au nord du détroit, sont obligés de faire passer l'intégralité de leurs exportations par le détroit. Donc le trafic maritime est complètement bloqué. Alors, pour vous donner une idée, toute la partie qui est à gauche du détroit d'Ormuz est pleine de bateaux. Mais quand je dis pleine, il faut vous imaginer qu'on est à touche-touche de bateaux, au large notamment des côtes d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On est vraiment dans un embouteillage considérable de centaines de bateaux, pas des dizaines, de centaines de pétroliers et de cargos. De l'autre côté droit de la carte, côté est, si on parle géographiquement, en revanche, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à part des navires de guerre et au bout, en face d'Oman, navires de guerre américains. Il n'y a plus rien parce que l'Organisation mondiale du transport déconseille vivement, après ces images qui apparaissent maintenant de bombardement, à tous les bateaux de passer, parce que c'est passé à travers une zone de guerre, parce que les Iraniens ont menacé clairement les bateaux d'être touchés, parce que 2 voire 3 bateaux ont été touchés. Après, la grande question qui anime tous les journalistes, c'est que parmi les 3 navires qui ont été touchés, figurez-vous qu'il y a un navire iranien. Donc, soit les Iraniens se sont trompés et ont tiré sur un de leurs propres pétroliers, ce qui est possible, soit quelqu'un d'autre a tiré sur ce pétrolier iranien pour montrer que finalement les coups peuvent porter des 2 côtés. En tout cas, pour le moment, le détroit d'Ormuz est une zone de navigation et tous les très grands armateurs, CMA, CGM, l'armateur MSC, plus personne ne passe là. Ils ont tous ordonné à leur navire de rester à l'abri. À minima, le temps d'y voir clair. Sachez que si des pétroliers comme celui-là coulaient dans le détroit d'Ormuz, la navigation n'en serait que plus compliquée. Il y a donc très très clairement une situation très problématique. Et selon Armateurs de France ce soir, il y a 60 navires pavillon français qui sont bloqués dans le Golfe. Et on n'est qu'un petit acteur. Si vous parlez des navires, par exemple, de pavillon du Golfe, c'est plusieurs centaines. Alors, on est à distance avec Patrice Geoffron. Bonsoir, monsieur. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine, spécialiste de l'énergie et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie. La grande question avec le blocus du détroit, c'est les conséquences sur le pétrole et le prix du baril du pétrole. Est-ce qu'il faut craindre, j'ose la question, une forme de nouveau choc pétrolier ? En un mot, la réponse est oui. Alors on peut développer un peu, mais sur le fondement de ce qu'a dit Alban Mikosi, qui est tout à fait clair sur le blocage, bon voilà, on a de l'ordre de 20%, 20 millions de barils par jour qui avaient vocation à passer par ce détroit et qui ne peuvent plus passer. Alors pour une durée qui est une durée indéterminée, il est de bonne guerre, évidemment, avec énormément de guillemets du côté iranien de procéder de cette manière. C'est d'ailleurs une menace depuis des décennies. Et puis par ailleurs, du côté des affréteurs, et puis les principaux affréteurs mondiaux ont pris des décisions qui me paraissent tout à fait logiques dans un contexte de guerre, qui est de dire, voilà, attendons. Alors ça conduit au blocage et à l'embouteillage qui a été évoqué par Alban Mikosi, dans lequel il y a à la fois des cargos pour des matières premières diverses, il y a des pétroliers, il y a également, et c'est un point important pour l'avenir sans doute, il y a également en provenance du Qatar du gaz naturel liquéfié. Et ça, évidemment, c'est important parce que le marché mondial est très tendu dans ces domaines. Et nous, depuis que nous avons rompu les ponts avec la Russie, évidemment, nous sommes dépendants du gaz naturel liquéfié, notamment du gaz naturel liquéfié qui avait vocation à sortir du détroit d'Ormuz. Dites-nous ce qui peut se passer. Les marchés vont ouvrir, notamment ceux du cours du pétrole. Est-ce qu'on peut s'attendre à une flambée des prix demain ? Alors en tout cas, une augmentation des prix qui devrait être dans un premier temps relativement mesurée, dans la mesure étant entendu que ce qui est en train de se passer avait été partiellement anticipé. Les prix ont augmenté d'une dizaine de dollars au cours des dernières semaines, notamment sur la base de ce qui pouvait advenir et donc qui s'est concrétisé ces jours derniers. Après, pour le reste, donc on a un premier scénario et qui va apparaître en tout début de semaine, dans lequel très probablement le pétrole qui était monté jusqu'à 73 dollars le baril va aller au-delà de 80 dollars. Et si ça devait durer, avec une détérioration du passage peut-être
des navires coulés, et peut-être on peut tout à fait imaginer du point de vue des armements susceptibles d'être mobilisés. La pose de mines, par exemple, ça fait partie des menaces tout à fait envisageables dans ce type de contexte. À ce moment-là, on peut imaginer un choc plus violent avec un prix du baril qui monterait au-delà de $100 et avec des effets également, et encore une fois du côté européen, gardons-le à l'esprit, des effets potentiels également sur le prix du gaz. Oui, il y a les pays de l'OPEP d'ailleurs qui se sont réunis aujourd'hui. Qu'ont-ils décidé précisément, alors que on comprend bien ce qui se passe au Moyen-Orient, le blocus du détroit peut déstabiliser économiquement le monde entier. Oui, alors l'OPEP+, c'est-à-dire les Saoudiens, leurs alliés, et les Russes et leurs alliés, donc ont décidé d'augmenter à partir du 1er avril assez timidement de 250 000 barils la production. Ce qui en vérité signifie pas grand-chose parce que vous avez là sur la carte une partie des pays de l'OPEP susceptibles de se mobiliser, de produire plus de pétrole. Donc on a une forme à la fois de signal consistant à rappeler, et c'est un point extrêmement important, que jusqu'alors on était sur un marché assez peu tendu dans la mesure, je dis jusqu'alors, jusqu'à la fin de l'année dernière, dans la mesure où on avait plutôt, disons, un marché surproducteur, avec un prix qui était anticipé plutôt aux alentours de $60 le baril pour l'année 2026. Mais de fait, si on a un effet de thrombose et durable, on peut être conduit à imaginer des scénarios de tension très forte sur les prix. Alors pas nécessairement de manière structurelle et ayant vocation à se prolonger sur des mois ou a fortiori des années. Un scénario plausible, c'est celui qu'on a vécu en 2022, à l'été 2022. Donc on était dans la première année du conflit en Ukraine, eh bien, le prix du baril de mémoire a dû monter à $130 le baril. Bien compris. Merci beaucoup, Patrice Geoffron, pour ce point complet. Ça, c'est très important pour Donald Trump. Parce que ça, demain, à l'ouverture des marchés, tout le monde va regarder les places financières, les effets économiques directs de cette guerre en Iran. Et si vous avez écouté le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump la semaine dernière, il a à plusieurs reprises cité le prix du carburant et la baisse du prix du carburant aux États-Unis comme étant l'une de ses principales victoires économique. Donc oui, vous avez raison, c'est tout à fait important. Alors néanmoins, il faut quand même le répéter, les États-Unis ont les moyens, compte tenu de leurs réserves et compte tenu du volume de pétrole qu'ils contrôlent aujourd'hui, notamment grâce au Venezuela, à ce qui s'est passé au Venezuela, ils ont les moyens, eux, d'amortir une flambée mondiale des prix du pétrole pour leur marché intérieur. Et Donald Trump, parce que c'est vrai qu'ils ont fermé très tôt, les Iraniens. Oui, mais ils se tirent une balle dans le pied. En général, c'est la carte bazooka finale de détroit d'Ormuz. Comment vous interprétez qu'ils aient décidé de le fermer si tôt ? Je pense que les Iraniens, franchement, ils sont dans une logique suicidaire, donc je ne commente pas plus que ça. Par contre, je veux dire, Donald Trump est un homme politique à l'ancienne. Il a des vues à long terme, contrairement aux hommes politiques démocrates de nos jours, de la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui voit plus loin. Alors donc, il sait que peut-être une hausse momentanée de prix de pétrole pourrait intervenir, mais en fait, ce qu'il voit à long terme, pour lui, c'est beaucoup plus important. Et là, avec cette victoire, s'il obtient une victoire sur la République islamique, s'il arrive à le renverser, évidemment, il entre dans l'histoire. Moi, je vais quand même nuancer le propos, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que de manière assez objective, l'Iran, face à l'arsenal balistique militaire des États-Unis et d'Israël, ne pèse pas. En fait, il faut être sérieux. Il n'y a pas de menace réelle, dans le sens où il y a une supériorité du côté américain et israélien. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils sont inoffensifs. Je constate deux éléments. Ce qu'on voit depuis quasiment 24-48 heures, c'est qu'en fait, l'Iran, là, elle est en train de faire de la dissuasion active. Je m'explique. En tapant sur tous ses voisins. Parce qu'on s'attendait à ce qu'elle tape sur Israël, techniquement, si on est sur la logique de ce qui s'est passé en juin dernier. Elle dit quoi ? Elle dit, vous avez peut-être décapité le régime, mais vous n'avez pas décapité la résistance du régime. Ça, c'est important. Deuxième point, sur la question du détroit d'Ormuz. Justement, vous le dites à raison, ce sont les Iraniens qui ont décidé. Qu'est-ce qu'ils font derrière ? C'est de la dissuasion économique. Ils disent, vous, les Européens, tous les autres, vous continuez de nous laisser dans notre galère, on va vous dire que ça vous concerne. Et donc, finalement, la réalité, c'est qu'on a une forme de compensation de leur vulnérabilité. En fait, il y a des leviers côté iranien. En fait, c'est plus, pardon, mais c'est quand même des hommes qui ont l'habitude de faire la guerre. Ils pensent avec certains concepts. Ce qu'ils envoient là, en fait, ils sont en train de dire, pour
pour pallier notre vulnérabilité militaire, on compense par une nuisance stratégique régionale. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe là, de ce qu'on a vu ? On a Oman qui dit il faudrait un cessez-le-feu. Mais c'est en première victoire. Alors, Oman était un pays neutre. Les pays du Golfe, ils se posaient en médiateur, ils n'ont pas été bombardés. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ils bombardent les voisins, c'est parce qu'ils disent cette neutralité n'est plus possible. C'est ça le message qu'ils sont en train de dire. Et là, ils essayent de ramener... Alors, je ne dis pas qu'ils vont réussir. Je dis que c'est leur stratégie. Parce qu'eux, ils sont en train d'essayer de se recomposer. Juste pour terminer sur la question de la négociation. Mais enfin, moi, je suis d'accord avec vous, négocier avec ce régime, moi, sur la question nucléaire, je pense que c'est un no-go technique. Néanmoins, Donald Trump, là, il considère qu'il a gagné. Il veut négocier. Israël, il dit attendez, nous, on veut détruire le régime. Donc, là, déjà, il y a un décalage. Des logiques très différentes entre le risque, l'État hébreu et Washington. Il y a le comité d'experts, vous savez, qui doit nommer le nouveau guide là, qui doit arriver. Mais le risque, c'est qu'il le triumvirat. Voilà, qui nomme un guide mou ou acceptable, mais les bases d'Aran, ils vont rester. C'est ça, en fait. Et le rêve démocratique a appelé une opposition ou une structure. Moi, aujourd'hui, il n'y a aucun indice, aujourd'hui, de la part des États-Unis qui tendent la main sur ça. Je ne dis pas qu'on est au deuxième jour, et peut-être ça arrivera. Mais aujourd'hui, ils négocient avec eux. Ils ne négocient pas avec un gouvernement qui l'attendrait, alors que pourtant, il y a quand même des propositions. Manas Chirali, vous aurez le mot de la fin. On voit s'afficher les visages de ce triumvirat qui a été mis en place pour organiser la transition. On a Massoud Pezeshkian, puis un juriste et un religieux. Ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur aujourd'hui. Non, ce sont des guignols qui n'ont absolument aucun pouvoir, aucune autorité. Le président Pezeshkian a montré à quel point il manquait de charisme et il n'arrivait même pas à assumer ses propres fonctions. Comment vous voyez la suite ? Parce que pour l'instant, on ne voit pas de défection à l'intérieur du régime. Je suis très optimiste. On ne se dit pas qu'il y a une opposition interne. Je passe mon temps à dire que c'est un régime qui repose sur ses têtes. Ses têtes sont tombées. Il faut attendre. On lui donne encore quelques jours. Le régime va s'effondrer. Même si les Américains... Et les Iraniens sont prêts à nouveau à descendre dans la rue pour prendre le relais. Les Iraniens étaient déjà toute la nuit hier, ils étaient dans la rue en train de crier à bas la dictature. Donc les Iraniens, ils ont complètement affranchi la peur. Ils n'ont absolument peur de rien. Et déjà du côté des Iraniens. Mais moi, je vais terminer avec juste une chose. Si les Américains n'étaient pas là, si les Israéliens n'étaient pas là, si la société iranienne était calme et cool et ils disaient rien du tout, les charognards qui sont à l'intérieur du régime, ils se seraient dévorés parce que là maintenant Khomeini n'est plus là et donc là c'est la guerre de pouvoir interne qui va faire effondrer ce régime. Donc je termine avec une note extrêmement optimiste. Merci beaucoup.